Salam alaikum. Aujourd'hui, du coup, nouvelle étude de cas. J'essaie d'en faire toutes les semaines. Donc là, c'est l'étude de cas de Manel. Donc elle avait 21 000 euros du coup qui étaient investis, mais de manière haram. Et c'était pas, il n'y avait pas de conformité là-dedans. Donc on va étudier son cas et on va voir justement quel levier on a pu actionner pour elle justement pour pouvoir déjà premièrement préparer sa retraite et également justement faire en sorte que son patrimoine soit halal et qu'elle arrête du coup de faire ce qu'elle faisait de mal du coup en investissement. Ok, donc on va commencer directement. Du coup, qui est Manel? C'était une salariée, du coup elle était ingénieure et elle épargnait déjà et investissait déjà, et du coup le problème c'était pas la discipline mais c'était surtout la direction et ce qu'elle faisait en fait avec son argent. C'est vraiment sur ça qu'on a bossé. Donc elle travaille dans le secteur automobile. Elle a une situation plutôt stable, hein. Elle gagne à peu près 3 000 euros net par mois. Elle habite en France. Elle avait investi du coup 21 000 euros sur son PEA. Et on va voir du coup que cet investissement-là n'était pas halal et on va le voir pourquoi. Également, du coup, elle épargnait 500 euros par mois. Et elle visait du coup le standard de la Wi-Fi quand on a commencé, qu'on a étudié les avis juridiques qu'elle décidait de suivre. On s'est rendu compte que du coup c'était ceux de la AOIFI. Avant, elle ne savait pas du tout les conformités, elle connaissait rien du tout de tout ça. Mais du coup, c'est grâce au fait qu'on a pu étudier tout ça ensemble qu'elle sait maintenant lequel choisir. Parce qu'il y en a plusieurs, hein. Je pense que t'es pas sans savoir. Il va y avoir la AOIFI, le Majma' al-Fiqh al-Islami, etc. Donc, il y en a deux principales, hein. Deux principaux, c'est ceux que je viens de te citer. Et après, tu vas avoir les autres critères, extra-financiers, etc. On va pas rentrer dans le détail ici. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Tu peux aller voir, hein, par exemple, ce que les savants disent en islam à propos de l'investissement. Je te la mettrai en description, comme ça tu pourras aller checker directement. Ensuite, du coup, elle croyait bien investir alors que rien n'était halal, justement. Elle avait un PEA qui était rempli de MSCI World Classic. Elle avait investi 20 000 euros à peu près sur son PEA sur le MSCI World Classic qui met des milliers d'entreprises. J'ai mis des centaines, mais c'est vraiment plus des milliers d'entreprises. Il y en a aucune qui sont vraiment filtrées de manière halal. Et le problème, en fait, à faire ça, c'est que du coup, elle investissait dans des secteurs comme le secteur bancaire, etc., comme de l'alcool. Et du coup, elle ne savait pas du tout ce qu'elle faisait. Également sur le PEA, il faut savoir que les produits d'investissement ne sont pas forcément adaptés et sont pas forcément ce qu'on peut retrouver sur un CTO, mais on va y revenir. Ensuite, du coup, les secteurs sur lesquels elle investissait, c'était surtout du riba, donc il y avait beaucoup de banques, d'alcool, etc., et beaucoup de secteurs non conformes. Et donc elle le savait pas forcément, et du coup elle était tombée un petit peu là-dedans. Et la dernière chose, c'est que bien investir selon les standards classiques, ça veut pas forcément dire bien investir halal, parce que justement c'est deux choses bien distinctes et on va le voir justement tout au long de la vidéo. Mais du coup ça respectait pas ses critères financiers, donc les critères du halal, et c'était ça vraiment le vrai problème avec ce qu'elle faisait tout simplement. Ok. Donc ensuite, le PEA, c'est une impasse pour investir halal. Pourquoi? Parce que on voit souvent, on miroite souvent l'avantage fiscal qui est promu avec le PEA. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a aucun support presque qui sont éligibles de manière halal. En fait, on tourne tout le temps en rond. Il y a deux choses qui rendent ce qui est sur le PEA pas halal. La première chose, c'est que les ETF dans lesquels tu investis, c'est des ETF classiques en fait. C'est des ETF MSCI World, S&P 500. Il y a aucun Sharia board qui va venir auditer les contrats, auditer ce qui se passe dans l'ETF pour vraiment s'assurer que ce soit halal. Et il n'y a pas en fait de filtre halal à ce niveau-là. C'est vraiment des ETF classiques. Donc S&P 500, MSCI World, Emerging Market. Il n'y a pas la notion islamique ou la notion halal dans ces ETF-là. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc la première chose la plus importante quand même, la deuxième chose, c'est que c'est des ETF synthétiques. Donc ça, c'est ultra important à notifier, c'est que ça se base sur des contrats financiers. Ok. Donc un contrat financier, c'est pas la même chose qu'un titre financier. Tu vas avoir deux choses en finance quand tu veux investir en bourse ou que tu veux investir dans des marchés qui sont plutôt dits liquides, dans des bourses, etc. Tu as deux choses que tu vas pouvoir acheter, soit des titres financiers. Donc un titre financier, c'est quelque chose que tu possèdes réellement, type un ETF, une action, une obligation, etc. C'est quelque chose que tu possèdes, et tu vas avoir des contrats financiers. Donc les contrats financiers, tu vas pas forcément les posséder. C'est des typologies de contrats où, par exemple, 1 kilo d'or peut être divisé en des centaines de contrats pour ce même kilo d'or. Et donc ça met
ça met des contraintes surtout de gharar et de riba dans ces contrats-là et même de meissir, parce que c'est plutôt typologie de meissir, ce type de contrat. Et donc c'est pas forcément, enfin c'est pas autorisé en islam, ce type de contrat financier. Et donc en fait la majorité des ETF synthétiques mondiaux que tu vas retrouver sur le PEA sont justement sur des contrats financiers. Le contrat financier en question, c'est ce qu'on appelle un swap. Donc en fait, tu échanges un panier d'actions européen contre un panier d'actions du coup US ou d'un panier d'actions mondial. Et donc ça te permet justement d'investir directement sur cet ETF là, du coup avec les contraintes du PEA. Et donc forcément, c'est une impasse pour nous musulmans, étant donné que en plus du fait que ces ETF là ne sont pas halal, et ils sont achetés, ils sont promus via des contrats financiers. Et donc, ça rend doublement haram le fait d'investir sur le PEA. On peut uniquement investir sur des actions européennes halal sur le PEA. Donc ça, c'est bien important également à notifier et à garder à l'esprit, c'est que c'est pas toutes les classes d'actifs, c'est pas tout qui est haram sur le PEA. Il y a quand même une petite partie de halal, mais elle est tellement minime, et dans un portefeuille, dans un patrimoine diversifié, elle va représenter une part qui va être quand même assez faible, et pas forcément intéressant du coup de s'orienter justement sur cette partie-là. Ensuite du coup la chose sur laquelle on est allé, parce que du coup le PEA, comme je l'ai mis là, c'est une impasse, mais la sortie de cette impasse là, ça va être le compte titre, ok. Donc en fait on va avoir accès à plein de classes d'actifs dessus, et en fait tu vas avoir accès à des ETF halal, des soukouk du monde entier, vraiment des classes d'actifs du monde entier, des actions, des cryptos, etc. Et bien sûr, sans contrainte de sélection, bien sûr, il faut que ce soit conditionné par la qualité des produits qui sont à l'intérieur. Mais sinon, si la qualité des produits est présente, c'est quand même une solution qui est beaucoup plus intéressante. En plus, le compte titre a d'autres avantages fiscaux, comme le fait que c'est beaucoup plus transportable à l'international, et c'est assez transparent en fonction de ta résidence fiscale. Donc, pour les personnes qui veulent s'expatrier, le compte titre sera quand même beaucoup plus intéressant que le PEA, par exemple. Bon, bref. Ensuite, du coup, on a tout réorienté. Donc, le plan qu'on a pu mettre en place, c'est la première chose, c'est qu'on a restructuré son budget. Donc, elle pouvait épargner 500 euros par mois au début quand on a commencé. Et au final, on s'est rendu compte en optimisant ses dépenses, en regardant un petit peu, en épluchant au peigne fin ses relevés bancaires, qu'elle pouvait justement économiser 500 euros supplémentaires par mois et donc arriver à 1000 euros d'épargne par mois au total. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel c'est le premier levier sur lequel on a actionné, et c'est généralement le premier levier que j'actionne avec mes clients. C'est quand même l'un des plus importants, et celui sur lequel on peut déjà faire une grosse marge de rentabilité juste en optimisant le budget. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on a bossé ensemble. La deuxième chose, c'est mettre en place une épargne de sécurité. Elle en avait déjà une, mais on l'a consolidée parce qu'elle était quand même beaucoup trop élevée par rapport au risque justement qu'elle était de un prête à prendre, et de deux au risque réel qu'elle prenait parce elle avait un emploi stable, etc. Donc elle est partie sur 6 mois de dépenses. En plus de ça, elle a de l'investissement, enfin voilà, elle a de l'épargne en plus sur le côté. Donc en fait, c'est quelque chose sur lequel on a pu restructurer au niveau de l'épargne de sécurité. Donc on est parti sur 3 mois de dépenses. Ensuite, on est passé au compte titre. Donc comme je l'ai dit juste avant, on est passé d'un PEA à un compte titre directement, et justement pour avoir accès à des produits qui sont beaucoup plus intéressants. Donc là, la quatrième chose, c'est avoir accès du coup à une ribambelle de produits halal et conformes à la finance islamique. Également ajouter une poche soukouk pour avoir plus de liquidité et des rendements qui sont halal. Et également, si jamais demain l'épargne de sécurité ne venait à ne pas être forcément assez conséquente, pouvoir piocher en priorité dans les soukouk avant de toucher aux classes d'actifs qui sont là vraiment pour la performance et pour la croissance du portefeuille. Et comme ça, au moins, elle a une poche directement sur laquelle elle peut toucher. Après, c'est une poche bien sûr qu'on évite de toucher et qu'on conditionne uniquement au fait que si jamais l'épargne de sécurité n'est pas suffisante. Voilà. Et c'est uniquement pour les imprévus, pas pour les apports immobiliers, ce genre de choses. Ça se prévoit sur le budget et ça se prévoit en amont. Mais généralement, il n'y a pas de souci. Puis ça peut se justifier de prendre sur les soukouk, mais c'est dans des cas bien précis. D'ailleurs, si jamais tu veux que j'audite ta situation, premier lien en description, c'est un appel d'audit offert avec moi pour que je comprenne un maximum ta situation et justement que je vois en quoi je pourrais t'aider, tout simplement. Et la dernière chose sur laquelle on a bossé, c'est sur la zakat et la purification également de ce qu'elle avait, tout simplement. Donc, elle croyait épargner du coup 500 euros. On a fait le double, donc elle a pu épargner le double. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a pu bien bosser. Elle était très contente d'ailleurs de faire ça. Et donc justement, il y avait 500 euros par mois qui filaient sans qu'elle le voie. Donc c'était des dépenses plutôt plaisir, mais sur lesquelles elle avait pas du tout de visu. Et en fait,
elle dépensait. Je pense que vous pouvez tous vous reconnaître là-dedans, hein. On est tous pareils, on dépense souvent, on regarde pas trop, et donc au fil de voilà des semaines et des mois, au final ça fait un gros pactole. Et donc en fait ça, quand on essaie de le contrôler sans se priver, ça c'est ultra important, sans se priver, et ben on arrive quand même à faire des optimisations. Il y a également quelques assurances qu'on a pu renégocier, ce genre de choses, et justement qui font descendre le total. Et au final, à la fin, on arrive à avoir justement cette épargne en plus qui est pas négligeable, hein. Faire x2 sur son épargne, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc déjà ça, c'est sur lequel on a pu commencer. Et avant d'investir, bien sûr, on a mis en place une épargne de sécurité de 6 000 euros, donc qu'on ne touche pas. Donc ça, c'est vraiment sur la partie finance personnelle, tout ce qu'on a pu effectuer. Et du coup, on a investi sur des fondations solides. Et pas l'inverse. Ça, c'est ce que je vois trop souvent, c'est que la plupart des personnes commencent par l'investissement, alors que, je le répète et je le répéterai jamais assez souvent, mais la chose sur laquelle tu dois te concentrer en priorité, c'est tes finances personnelles. Parce que si jamais tes finances personnelles sont pas en ordre, comment tu peux imaginer que ton patrimoine le sera? Il faut absolument que tu puisses d'abord structurer tes fondations, tes finances personnelles, et ensuite structurer ton patrimoine. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc la première étape, ça va être les fondations qu'on a pu mettre en place. Ensuite, le halal, il va pas s'arrêter à l'achat. La zakat, même un portefeuille investi et bloqué sur le long terme, reste soumis à la zakat. On a mis en place le calcul simple une fois, et en fait la règle elle est connue. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle a les calculateurs. Elle sait comment le faire, comment le mettre en place justement sur du long terme. Du coup, au niveau du calculateur, et en final, elle saura le faire en fait beaucoup plus facilement. Okay. Ensuite, il y a la purification. Donc, l'apport de revenus non conformes est calculé et donné. Et sur des ETF accumulants, ça se fait automatiquement. Donc, t'as pas forcément besoin d'y penser. Mais sur, par exemple, les actions individuelles, sur les actions individuelles sur lesquelles on est allé, ils donnent des dividendes. Donc, sur cette partie-là, au niveau des dividendes, on a mis en place, son calcul. Donc, tous les ans, elle va regarder au niveau de la purification combien elle doit donner en charité. Et cette part-là, elle va l'ajouter à sa zakat pour quand même que ce soit plus facile pour elle de le gérer, et pas que tous les trimestres ou que tous les 6 mois elle regarde, elle est paniquée. Non, on fait ça vraiment tous les ans en même temps que sa zakat. Comme ça, au moins, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle sait où le trouver sur son application IBKR, et donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Et donc forcément, investir halal, c'est un entretien, hein, c'est pas un achat one shot et ensuite tu laisses. C'est quelque chose qu'il faut suivre, et quelque chose qu'il faut traquer sur du long terme, parce que ce qui n'est pas traquable n'est pas optimisable. Mais voilà, ce qui est pas traqué n'est pas optimisé. Bon, j'ai fait petite comment on appelle ça, un paraphrase de cette citation. Mais c'est vrai que c'est important de traquer, et puis surtout pour la zakat, de savoir exactement combien on va payer de zakat. Donc c'est encore une fois important de noter tout son patrimoine, d'avoir une application de suivi à ce niveau-là. Et également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a purifié les gains qu'elle avait fait sur son PEA. Donc en fait, à savoir que quand tu investis de manière haram, les gains que tu fais, tu dois les donner en charité. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'elle a clôturé son PEA, elle avait justement tout le résumé en fait de ses gains, de l'imposition, etc. Donc tout ce qui était hors imposition, forcément, on l'a donné en charité. Et du coup, ce qui est imposition, elle va donner à l'État dans tous les cas. Bon, il prend quand même sa part. Et du coup, ce qui le net qu'elle aurait dû garder dans sa poche, on va directement le mettre en charité. Donc comme ça, au moins, on a purifié ce qu'elle avait fait, et on peut repartir sur des bases beaucoup plus saines. Okay. Ensuite, on est allé un petit peu plus sur la crypto également, parce qu'elle voulait prendre des risques. Elle avait une tolérance au risque qui était assez élevée. Donc là-dessus, elle s'est basée sur le fait que la crypto était halal. Et au niveau des avis juridiques, parce que il y a beaucoup d'avis au niveau des savants, et pas tout le monde justement va considérer comme la crypto comme halal. Elle, pour elle, c'était le cas. Donc on est allé du coup sur Bitcoin, et donc là ça va être plus une poche stratégique pour chercher justement plus de performance sur le futur. Et bien sûr, ça doit rester sur des projets long terme, c'est-à-dire qu'on va pas investir sur 2 ans, c'est pas pertinent. On va vraiment investir sur du long terme, sur 5-10 ans. Là, elle préparait sa retraite, donc on est vraiment sur un objectif qui était très long terme à ce niveau-là, et même pour son patrimoine. Ensuite, du coup, ce qu'on a pu mettre en place au total, donc ça va être déjà le portefeuille, du coup, qui est passé de non conforme à 100% conforme, donc selon les critères de la AOIFI. Elle était uniquement investie sur un MSCI World Classic, donc on a diversifié son patrimoine, on est allé sur une poche beaucoup plus risquée. Également, on a allé sur des ETF halal et des sukuk. Donc là, on a tout restructuré sur son plan d'investissement pour que ce soit vraiment intéressant pour elle, et que sur du long terme, elle puisse s'y retrouver et qu'elle puisse atteindre ses objectifs. C'est le plus important. Donc, on a tout restructuré à ce niveau-là pour justement faire en sorte que sur du long terme, elle puisse atteindre ses objectifs. Également,
Elle avait 500 euros par mois d'épargné, on est passé à 1000 euros par mois en optimisant justement sa fondation, donc ses finances personnelles. Et au début, elle avait aucune structure, elle savait pas du tout ce qu'elle faisait, comme tu le verras au niveau de son témoignage à la fin de la vidéo. Mais maintenant, du coup, elle sait exactement ce qu'elle fait, la zakat est en place, et en fait, il y a la sécurité par rapport à ses investissements. Elle est beaucoup plus sereine en fait sur ce qu'elle fait, tu le verras. Je pense qu'elle le dira beaucoup mieux que moi, tout simplement. Bien sûr, là, tu peux lire ça, c'est pas un conseil d'investissement. L'investissement comporte des risques, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voilà, je suis obligé de dire ça parce que tout simplement parce que je suis conseiller en investissement et du coup, si jamais tu veux du conseil personnalisé, prends le premier lien en description, c'est le lien pour prendre un appel avec moi. Dans cet appel, j'ai le droit, j'ai toutes les réglementations nécessaires pour faire du conseil en investissement. Donc, si jamais tu veux conseil en investissement, ne va pas le chercher sur YouTube parce que dans tous les cas, on n'a pas le droit de faire du conseil, de dire toi tu veux investir dans ça sur YouTube parce que c'est général. Mais si jamais tu prends un appel avec moi, je serais ravi de te faire un conseil personnalisé parce que c'est mon métier, tout simplement. Ok. Donc l'objection également qu'on entend souvent, c'est que le halal est moins performant, et je crois qu'elle me l'avait dit également en appel. Donc c'est pour ça que je trouve pertinent qu'on le traite aujourd'hui, parce qu'en fait c'est faux. Le halal n'est pas moins performant que le non halal, tout simplement. Parce qu'un indice confort, c'est le même univers d'action. C'est juste que c'est filtré, on écarte le riba, les secteurs illicites et les sociétés qui sont trop endettées. Et sur du long terme, il suit de très près son équivalent classique, et parfois il fait même mieux que lui, et parfois il est un peu derrière, ça dépend des ETF. Je me suis basé pour dire ça sur les ETF monde, donc les MSCI World et MSCI World islamique, je les ai comparés et ils sont très similaires. Si vous voulez, je peux faire une vidéo complète à ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire, et c'est vrai que c'est très intéressant de le voir, la comparaison. Mais non, c'est pas parce que c'est halal que c'est moins performant, ou justement au contraire, tu peux très bien performer en étant du halal, et tu vas même avoir la baraka dans tes finances. Donc en fait, ça va être 100 fois mieux d'être dans du halal. Et bien sûr, le halal, ça coûte pas ta performance, il change ce que tu possèdes, mais pas ta capacité à le faire fructifier. Je bégaye un petit peu, pardon. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Là, tu vois ses performances qu'elle avait fait au bout des 3 mois d'accompagnement. Donc je l'ai accompagnée pendant 3 mois, et au bout des 3 mois, du coup, elle avait déjà des performances. Alors bien sûr, moi j'aime pas montrer des performances comme ça sur du court terme, mais bon, après j'ai pas le choix forcément. Si jamais je veux convaincre, faut forcément montrer des performances et des résultats clients. J'en ai à l'appel, c'est pas ça qui manque, mais voilà, du coup c'est important de regarder. Forcément le halal n'est pas moins performant, le halal peut être performant et même plus performant que le non halal, parce qu'en plus de ça tu vas avoir la baraka dans tes finances. Et donc là, en 3 mois d'accompagnement, on a pu justement faire ces performances là. Alors bien sûr, performance sur du court terme, ça veut rien dire, il faut regarder ça sur du long terme, mais juste pour te montrer que voilà, tu peux performer sur du long terme grâce à l'investissement. Bien sûr, c'est sur 3 mois, et bien sûr, si jamais tu veux du conseil personnalisé, conseil en investissement, prends un appel, premier lien en description, tout simplement, ou alors tu viens me voir sur WhatsApp et je serai ravi de te répondre. Donc là, on en a fini avec cette vidéo, et du coup, moi, je vais te laisser juste avec son témoignage audio. Moi, j'ai tombé dans le piège d'investir au début dans le PEA. Et comme vous savez tous, le PE c'est pas halal, et on peut pas investir en tant que musulman là-bas. Dommage, moi je sais pas ça. Du coup, j'ai investi un budget un peu important, genre 20 000 euros. On m'a répondu que c'est pas halal à cause de l'alcool, du riba et d'autres sources qui sont pas halal en général. J'étais un peu frustrée, et je sais pas, c'est Dieu qui m'a mis Elias dans mon chemin, et j'ai vu son vidéo où il explique bien en fait qu'on peut investir halal, c'est faisable aujourd'hui. J'ai dit vas-y, j'envoie un message, j'ai envoyé à Elias, il m'a répondu. Il était réactif, et il m'a expliqué tout, et il m'a facilité la vie en fait en 2 phrases, et il m'a dit que c'est faisable maintenant, et on peut corriger tout, et on peut même sortir l'argent de PEA, et on donne les gains en charité, et on peut investir, on va faire tout un plan pour que tu investis halal et en toute sécurité quoi. Il m'a inclus dans son programme, j'ai regardé tous ses vidéos et toutes ses explications. À chaque fois que j'ai une question, je lui demande, il était réactif, on fait des points chaque mercredi, on avance ensemble. Il m'a aidé à créer les comptes Interactive Broker. Il m'a fait tout un planning d'investissement selon mes souhaits de l'avenir, et puisque je veux investir à long terme pour la retraite, il m'a expliqué tout. Et aujourd'hui, après ces aides, je suis autonome, je peux passer les ordres moi-même, je calcule moi-même mes dépenses à l'aide des outils qu'il m'a partagés. Franchement, j'ai plus la frustration, et je suis à l'aise, et je fais confiance à Elias, il m'a trop aidé. Je le recommande vivement, je recommande ses plans.